Parfait. Bon, ben, on va pouvoir commencer la présentation, pardon. Je me présente. Moi, c'est Louis Renaud. Je suis agronome. Je suis chargé de projet en milieu agricole au Cobaric. Je suis agronome depuis avril 2018, donc je suis encore assez jeune dans le métier. J'ai gradué à l'Université Laval en agronomie, production végétale euh, en 2017. Je vais vous faire cette petite présentation sur l'agriculture et l'eau au Québec. J'y vais au meilleur de mes connaissances. C'est sûr que aussi en 45 minutes, une heure, ce n'est qu'un gros résumé parce que c'est un gros sujet qu'on pourrait parler pendant beaucoup plus longtemps. Je vais essayer de vous montrer le mieux possible qu'est-ce qui est fait. Alors, on va commencer. Ah, voilà. Alors, c'est juste un bref résumé encore du projet avec le contrat de rivière Semois-Chière, pardon. Bref, c'est un contrat avec le contrat rivière Semois-Chier. Pardon si je le prononce mal, vous pouvez me corriger. C'est un petit contrat de coopération entre le Cobaric et la Wallonie qui vise à échanger sur certaines thématiques, dont celle d'aujourd'hui qui est surtout l'agriculture et la gestion de l'eau dans le domaine de l'agriculture. Alors, on va passer. Bon, un petit plan de présentation de la présentation que je vais vous faire. Premièrement, on va parler en gros l'agriculture, donner des petits chiffres au Québec, comment elle se porte, sur quelles sont les productions en importance, par exemple. Ensuite, je vais parler un peu plus de la région où le Cobaric est présent, où le bassin versant de la rivière Chaudière est présente, qui est la région administrative des Chaudière-Appalaches. Présenter aussi quelques chiffres par rapport à l'agriculture. Ensuite, un petit portrait de la qualité de l'eau en milieu agricole au Québec. C'est vraiment un bref résumé. C'est tout le temps en mouvement, mais je vais vous présenter ça un peu. Ensuite, les règlements et les politiques. Quelques règlements et politiques qui touchent à la gestion de l'eau et à la protection de l'eau en agriculture. Je vous en présenter quelques-uns. Je ne les connais pas tous. Il y en a plusieurs. C'est vraiment un domaine très, très particulier aussi. Ensuite, je vais présenter tout ce qui est soutien aux producteurs pour les aider à accomplir des travaux ou à accomplir ce qu'il faut faire pour respecter les règlements euh, dans le but de protéger l'eau qui passe chez eux. Un bref résumé aussi ce qu'on nous on fait au Cobaric. Alors, c'est parti. Alors, premièrement, l'agriculture au Québec. Le Québec, c'est un grand territoire. C'est environ un peu plus d'1,6 million de kilomètres carrés. C'est vraiment très grand, mais c'est un territoire très nordique, beaucoup de forêts, très peu propice à l'agriculture en majorité. En, euh, le, le Québec est séparé en 17 régions administratives, comme vous pouvez voir. Euh, le Chaudière-Appalaches, c'est la région administrative 12. Euh, Comme je disais, il y a très peu de territoire en zone agricole, donc environ 3,8% du territoire complet du Québec est zoné agricole, et principalement autour du fleuve Saint-Laurent, dans le sud. Plus haut, ben, c'est des régions nordiques, forêt boréale, donc très peu de production, à part la production forestière, bien sûr, qui est en importance, puis aussi la production minière, les mines qui sont plus dans le nord aussi, qu'on peut retrouver. Au Québec, en 2016, on a presque 29 000 fermes. Il faut dire qu'historiquement, il y en avait beaucoup plus, mais je pense qu'en Belgique aussi, c'est un peu le même phénomène. Les entreprises agricoles tendent à diminuer, mais à être plus grosses, à être plus importantes en termes de volume de production.
Les recettes en 2018 au Québec, c'est environ 8,9 milliards de dollars, tout le monde agricole confondu. J'ai complètement oublié de modifier en euros pour vous donner une idée, mais bon. Je me souviens plus combien il y a eu le taux de change, mais ça serait pas long à trouver. Alors ça, c'est juste une petite image satellite pour vous montrer en gros où est située l'agriculture au Québec. On peut voir tout le long du fleuve Saint-Laurent, là, les parties plus pâles, là, c'est vraiment les champs agricoles qu'on peut voir. C'est là où se concentre l'agriculture. Il y a une très forte demande au sud de Montréal, puis un peu au nord de Montréal, de l'île de Montréal. Pardon. Et aussi un peu autour de la ville de la région Québec. Au sud de Québec, c'est vraiment Chaudière-Appalaches, qui est aussi une des régions les plus importantes en agriculture. Donc, on peut voir vraiment tout le reste, c'est beaucoup de forêts. Et sauf un peu, il y a un peu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, autour du lac, qu'il y a un fort potentiel agricole aussi qui est présent. Alors, les productions animales en importance qu'on retrouve au Québec, bien évidemment, c'est la production laitière. Là, je n'ai pas mis des vaches laitières, c'est du bovin, mais le bovin est très important au Québec. On parle de 2,3, presque 2,4 milliards de dollars en production en 2018 aussi. Ensuite, il y a la production porcine, qui est très importante aussi. On retrouve la production de porcine puis production laitière en très forte importance en Chaudière-Appalaches aussi. Ensuite, les volailles et tout ce qui est couvoir, là, c'est la troisième production en importance en 2018 pour l'animal. Mais on produit beaucoup d'autres choses, là, le bovin de boucherie, le poisson. C'est très varié au Québec. Il y a beaucoup de possibilités, ça c'est certain. Pour la production végétale, en tout cas en termes de chiffres, c'est le maïs grain qui est produit. Mais je veux mettre un petit bémol. J'ai pas mis en termes de superficie. En termes de superficie, il ne faut pas oublier que pour nourrir tout ce qui est production laitière et porcin, c'est beaucoup de fourrage, beaucoup de prairies. Puis ça, c'est la production la plus importante, la prairie, mais c'est surtout pour l'alimentation animale. Il y a les céréales aussi qui sont utilisées pour la production laitière et porcine, qui est très importante. Sinon, il y a les légumes frais. Les légumes frais, ça, c'est beaucoup dans le coin de la Montérégie, dans le sud de Montréal, qui a des très, très gros producteurs, à cause que c'est là où il y a les terres noires du Québec, qu'on appelle des terres qui sont vraiment propices à la production maraîchère. J'ai travaillé un été là-bas, puis c'est super intéressant. C'est des immenses terres noires, des grandes entreprises qui produisent des produits maraîchers en grande quantité. Ensuite, il y a le soya aussi, qui est très important au Québec. Puis je veux juste faire une petite mention spéciale aussi, ne pas oublier la sériculture, qui est la culture de l'érable. Il ne faut pas oublier que le Québec est le plus grand producteur au monde, qui produit environ 70% de tout ce qui est produit de l'érable au monde. Puis je veux juste aussi le mentionner parce qu'en Chaudière-Appalaches, c'est une très, très grosse production. J'ai mon collègue Mathieu qui est très content. Alors, un petit peu une présentation de Chaudière-Appalaches, la région administrative. Cette région-là, ben, toutes les régions administratives, il ne faut pas oublier, qui sont séparées en municipalités régionales de comté, les MRC. Et à l'intérieur de chacune des MRC, ils ont chacune des municipalités aussi distinctes, qui ont la région, les MRC et les municipalités ont chacun aussi je veux le mentionner, ont chacun des pouvoirs, ont chacun des règlements sur le respect de l'eau de leur territoire, qui fait que les producteurs ont beaucoup de règlements à respecter, ça c'est certain, à surveiller, et beaucoup de personnes à contacter s'ils veulent faire des changements. Bref, il y a beaucoup d'étapes à suivre à cause aussi comment c'est séparé
notre territoire est séparé. Alors ça, c'est le territoire de Chaudière-Appalaches. Chaudière-Appalaches, c'est environ 16 000 km², donc 1,6 hectares, 1,6 million hectares. Il y a environ 5 000 entreprises agricoles. Donc, c'est une région administrative très importante en agriculture au Québec. En importance au nombre d'exploitations, donc au nombre d'entreprises, c'est la sériculture, la culture de l'érable qui est en importance, qui est la plus importante. Ensuite, il y a beaucoup de produits forestiers qui est fait. Et vient ensuite le laitier. Et en quatrième position, c'est tout ce qui est céréales, oléagineux, légumineuses. Pardon. Mais en importance aux revenus, la production porcine est très forte. Le laitier, le bovin, tout ce qui est bovin de boucherie, et la sériculture vient en quatrième position. Donc, on voit vraiment une différence que ce que ça amène côté monétaire. Ensuite, je vais vous faire une petite présentation sur la qualité de l'eau en milieu agricole. Alors, j'ai trouvé ces données-là sur le portrait de la qualité des eaux surface au Québec de 1999 à 2008. J'ai pas trouvé d'autres études massives comme celle-ci. Pour moi, ça fait déjà 12 ans en tout cas plus de 12 ans que certains échantillons ont été pris dans tout le Québec. Je pense que faudrait que je me renseigne, mais je pense que d'autres échantillons ou d'autres études qui doivent être à faire pour voir l'évolution, parce que ça fait déjà 12 ans, puis moi je trouverais ça intéressant. Pour voir si les efforts faits par les producteurs, les conseillers, les organismes de bassin versant portent des fruits, ou c'est un peu ça notre objectif. Alors ici, cette première image-là, c'est vraiment une image du portrait global de l'indice bactériologique et physiochimique d'eau des rivières en importance au Québec. On voit très bien qu'on a mis l'accent sur les rivières autour du bassin du fleuve Saint-Laurent, parce que c'est là aussi où la majorité des personnes vivent, là où la concentration de la population est, et la concentration de l'agriculture aussi, la pression agricole est, parce que je pense que ça ne sert pas à grand-chose d'aller plus au nord, voir l'état des rivières. Ils doivent être en général en bonnes conditions. On peut sûrement avoir des surprises. Je ne veux pas trop m'avancer, mais c'est sûr qu'il y a des entreprises minières et autres qui travaillent dans le nord. Qu'est-ce qu'ils font côté environnemental? Je ne sais pas. C'est une bonne question à avoir. Mais c'est ça. La concentration est faite là où les gens sont en majorité. Donc, on peut voir les points jaunes, orange et rouge. C'est vraiment les points douteux, les qualités d'eau où il y a de l'amélioration à avoir. Et je peux vous dire que sur tous ces points-là, en général, c'est là où il y a une forte pression agricole. Surtout dans le coin de Montréal, c'est très, la Montérégie, là, en dessous de Montréal, c'est très fort en agricole. C'est reconnu que ce soit des rivières problématiques, qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup à faire, beaucoup de travail qui est fait, mais c'est ça. On voit aussi qu'autour de la rivière Chaudière, là, il y a quelques points qui sont améliorés. Donc, c'est un peu ça notre objectif au Cobaric, d'améliorer ça. Alors, quand on parle de pollution, on parle de plusieurs aspects de pollution ou de la qualité de l'eau en milieu agricole. On peut commencer par les coliformes fécaux qui peuvent être présents dans l'eau. Ça, les coliformes fécaux, on les retrouve surtout des secteurs à vocation agricole. Par exemple, lorsqu'on parle d'épandage ou bien d'un mauvais stockage de fumier de lisier. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, c'est un gros producteur laitier et porcin. Donc, il faut avoir une bonne gestion des fumiers des lisiers.
Alors, c'est très important. Je vais vous présenter aussi des règlements qui aident beaucoup les producteurs à faire les bons choix, à faire les bonnes affaires. Dans l'étude, il a démontré qu'il y a une tendance à l'amélioration. On voit déjà aussi dans l'image que c'est pas la majorité est en bonne condition. Il n'y a pas beaucoup de points rouges, orange et jaune. Donc, pour cet aspect-là, ça va très bien. Il y a un endroit aussi qui n'est pas très agricole qu'on peut en retrouver des problèmes, c'est dans le coin de Québec, c'est la rivière Saint-Charles, qui est la rivière qui fournit en eau la majorité de la ville de Québec. Coliforme Féco vient surtout par les déchets, les rejets de la ville. Je pense que la ville est très au courant aussi. Elle travaille fortement à préserver la qualité et à améliorer la qualité de l'eau de sa rivière. Ensuite, on peut retrouver le phosphore. Le phosphore a été vraiment l'élément où, au Québec, je pense en tout cas, moi, depuis que je suis jeune, on entend beaucoup tout ce qui est les problèmes de phosphore dans l'eau. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis pour diminuer la quantité de phosphore au Québec, dans les cours d'eau au Québec. Les sources principales du phosphore, on peut les retrouver à cause des effluents municipaux, par le lessivage et le ruissellement agricole. On parle de lessivage et de ruissellement des terres agricoles. Ensuite, les industries, surtout papetières puis agroalimentaires, qui sont des bons fournisseurs aussi de phosphore dans les cours d'eau. On retrouve des concentrations très élevées dans les bassins et les sous-bassins à forte vocation agricole. La rivière Chaudière en fait partie aussi. On peut voir encore que c'est en Montérégie qui est le plus touché. Mais avec tous les efforts qui ont été faits dans les dernières années, il y a une grosse tendance à la baisse dans la plupart des cours d'eau, qui est une très bonne nouvelle. Depuis 2002, il y a le règlement sur les exploitations agricoles qui aide vraiment à bien mieux gérer tout ce qui est lessivage, ruissellement de phosphore et contrôle des lisiers fumiers. Moi, je le vois depuis 2002, de ce que je vois avec les chiffres, je pense que ça fait son effet. C'est pas une victoire, mais pour le phosphore, c'est vraiment une belle amélioration pour la qualité de nos eaux. Ensuite, on parle de tout ce qui est produit de l'azote, les nitrites et nitrates. En général, il n'y a pas trop de problèmes pour nitrite, nitrate. Ils respectent pas mal les critères d'environnement. Pour ceux qui dépassent un peu ou qui sont au-dessus, c'est vraiment avec des superficies de culture et des densités animales très importantes. Donc encore, les régions fortes en agriculture sont les plus touchées, évidemment. On ne peut pas s'en sauver, comme la Chaudière. Hein. Mais ils ont marqué une tendance stable. Il n'y a pas d'amélioration nette ou quelques petites rivières comme ça qui ont une amélioration. Mais il n'y a pas aussi de dégradation depuis les années. Puis ça, c'est aussi beaucoup avec les efforts qui ont été faits pour le contrôle sur le phosphore, qui ont aussi aidé à bien contrôler les nitrates et les nitrites. C'est ça, comme je disais. Donc, c'est de bonne augure aussi. Il faut pas lâcher. Tout aussi, pour moi, je vois l'importance de refaire une étude comme ça pour voir vraiment l'amélioration. Ça fait déjà 12 ans qu'elle a été faite. Donc, une autre source d'azote, l'azote ammoniacal.
provient surtout des eaux usées municipales, industrielles et encore des terres agricoles, par le lessivage surtout, et par une dégradation de l'azote organique. Mais il y a très peu de problèmes par cette source d'azote-là, très peu de dépassement des critères environnementaux. Alors, c'est ça. Puis encore, je veux dire que cet azote-là est beaucoup aidé par les efforts qui sont fournis au phosphore. Mais tu sais, un lisier n'est pas un bloc de phosphore pur, hein, faut pas oublier. Donc, tous les apports d'azote et d'autres éléments est contrôlé aussi si on contrôle les phosphores de la bonne manière. Ensuite, je vais vous parler aussi de la présence des pesticides dans les cours d'eau. Au Québec, une petite parenthèse que je veux faire pour nos collègues belges. Là. Au Québec, on a eu des gros mouvements, je pense, côté pesticides et agricoles et agronomique qui s'est fait dans la dernière année. Donc, il y a une prise de conscience de la population plus importante, qui est bien, moi, je trouve, sur le rôle de l'agronome là-dedans, surtout par rapport aux pesticides, à l'utilisation des pesticides. Il y a toute une grosse remise en question. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. Je parle pour moi, là. J'ouvre une discussion en même temps. Puis c'est ça parce qu'on se rend de plus en plus compte que les pesticides sont vraiment présents dans nos cours d'eau, surtout dans les cours d'eau en milieu cultivé. Ça, on ne peut pas se le cacher. Comme par exemple les grandes cultures, ce qui fait qu'il y en a beaucoup dans nos cours d'eau, c'est que ce sont d'immenses superficies qui sont traitées. Donc, c'est d'immenses quantités d'un coup qui est appliqué au champ, qui est envoyé dans l'environnement. Comme le maïs et le soya, on retrouve beaucoup dans les cours d'eau proches de concentration de production de maïs et de soya. On retrouve facilement de la présence d'herbicides qui dépassent des taux environnementaux. Et puisque j'ai déjà travaillé un peu dans la culture maraîchère, je voulais vous en faire part. Eux autres, c'est un peu l'inverse. C'est de plus petites superficies comparativement aux grandes cultures. Mais vu qu'il y a une pression plus forte en termes de mauvaises herbes, d'insectes nuisibles, de maladies phytopathologiques, tout ce qui est bactéries et champignons, il y a vraiment un traitement beaucoup plus sévère qui est fait en termes de moments. Il applique plus souvent au champ. Et ça, j'ai pu le remarquer. Mais je les comprends aussi, il y a tellement de pression que c'est difficile pour ces producteurs-là d'arriver au bout. Dans les cultures maraîchères, c'est ça, on retrouve beaucoup d'herbicides dans l'eau, des insecticides et des fongicides aussi. Il y a d'autres productions en importance au Québec où on peut retrouver des problèmes de traces de pesticides dans les cours d'eau, dans les céréales. Dans le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme je vous ai dit, qui est un peu plus au nord, si vous vous souvenez bien, très grosse production de bleuets, mais qu'on peut retrouver des traces d'insecticides, aussi de pesticides dans les cours d'eau autour des productions de bleuets. Et aussi la canneberge qui n'est pas une production à négliger au Québec. Il ne faut pas oublier que le Canada est le deuxième plus grand producteur, loin derrière les États-Unis, mais le Québec est le plus gros producteur de canneberge bio. Donc, c'est vraiment une production importante. C'est une des productions encore en effervescence. Il y a beaucoup d'investissements qui se fait. J'en parle parce que j'ai aussi travaillé un peu dans la canneberge l'année passée. Ce qui fait que je connais un peu mieux cette production. Et c'est vraiment une belle production aussi, je trouve. Mais oui, c'est une production aussi qui est, avec les réchauffements climatiques aussi, on le voit beaucoup, beaucoup plus de pression sur les cultures des ravageurs, des mauvaises herbes, des nouveaux ravageurs des fois qui arrivent.
Donc, ça demande beaucoup, ça donne beaucoup de maux de tête aux conseillers, aux chercheurs et aux producteurs parce que c'est ça. Il y a des règlements à suivre et, c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de pesticides dans nos champs. Et c'est ça. Mais depuis longtemps, il y a beaucoup d'efforts qui est fait en recherche et développement par les agronomes de club conseil, par les agronomes parce que c'est notre objectif de conseiller les producteurs pour arriver aux résultats que le producteur recherche et un respect de l'environnement. En tout cas, moi, c'est ça mon objectif. Ensuite, il y a certains petits signes de qualité de l'eau aussi qu'on n'a pas vus, mais qui sont aussi importants, mais que j'en donnerai pas plus d'informations. Donc, la chlorophylle A, c'est très relié aux concentrations de phosphore. C'est tout ce qui est algues bleues aussi qu'on parle, qui viennent après ça nuire aux cours d'eau et à la bonne santé des cours d'eau. Matière en suspension, c'est beaucoup relié aussi avec tout ce qui est ruissellement et lessivage des terres agricoles. Et il y a des rivières aussi qui ont des problèmes avec des métaux, mais ça, c'est surtout dans les secteurs miniers qu'on retrouve plus au nord de la province. Alors, on va rentrer un peu dans du théorique, tout ce qui est règlement et politique. Je vais vous sortir un règlement qui est vraiment axé sur l'agriculture, puis une politique. Je vais vous présenter un peu les différences aussi. Mais c'est pas les seuls qui existent. Je les connais pas tous. Il y a des règlements qui touchent le côté forestier, il y a des lois, il y a des politiques, il y a beaucoup de choses qui existent. Je pouvais pas rentrer en tout, je les connais pas toutes non plus. Je suis pas un grand spécialiste de la loi et aussi c'est pas mon objectif aussi de courir après tout le monde et faire respecter la loi. Je pense que c'est ça. C'est ça. Moi, je ne fais qu'un bref résumé et ce que je pense le plus important. Alors, lui qui touche beaucoup et qui est vraiment axé sur l'agricole, c'est vraiment le REA, le règlement sur les exploitations agricoles. Vraiment, on peut dire que l'objectif, c'est d'assurer une protection de l'environnement du sol et de l'eau, causée par la pollution des activités agricoles. Il s'applique surtout aux élevages d'animaux, aux installations des élevages de ces animaux-là, aux ouvrages de stockage des déjections, de l'épandage de celles-ci. Elle s'applique aussi pour la culture, sauf la sylviculture, et à l'utilisation des matières fertilisantes. C'est surtout ça l'important, c'est les matières fertilisantes. Donc, c'est vraiment ça sur lequel il est axé. Je vais vous lancer quelques petits exemples de règlements parce que c'est un gros règlement qui a beaucoup de points, beaucoup d'articles. Comme par exemple, l'article 5, c'est le propriétaire d'un terrain ainsi que la personne à qui a cédé la garde. Le contrôle ou l'usage doit prendre des mesures nécessaires pour empêcher que les déjections animales atteignent les eaux de surface ou les eaux souterraines. Donc ça, c'est vraiment une obligation au propriétaire d'entreposer ces déjections. Il ne peut pas mettre ça sur le sol à nu comme bon lui semble. Ensuite, par exemple, l'article 6, lui, il fait juste dire qu'il y a un ouvrage de stockage, comme un fosse salisier, ne peut pas être trop proche d'un lac marécage. Il y a vraiment des règlements, c'est autour de 15 mètres ou à partir de la ligne des hautes eaux, s'il y a lieu. Donc, je ne vais pas tout lire non plus. On va continuer encore sur le REA parce qu'il y a vraiment une partie très importante pour les agronomes aussi. Les articles 22, 23, 24, en résumé, c'est le producteur est obligé, pour répandre ses matières fertilisantes, tout ce qui est silicier, mettre des engrais chimiques aussi, ils doivent avoir un plan agro-environnemental de fertilisation.
Ça, c'est un plan qui fait le résumé et qui calcule par terre les besoins en matière fertilisante, tout ce qui est phosphore, azote, potassium, et qui doit être fait ou qui doit être au moins signé par un agronome. L'agronome, c'est un de ses pouvoirs. Il y a juste l'agronome qui peut signer un PAF qu'on appelle, un plan agro-environnemental, ce qui permet aussi de limiter aussi les exagérations. Et ensuite, ça offre une grosse protection aussi des cours d'eau et de l'environnement du sol. L'article 30 aussi, puisqu'on parle des cours d'eau, interdit l'épandage dans les espaces, dans un cours d'eau, évidemment, ainsi qu'à l'intérieur de sa bande riveraine, dont les limites sont définies par un règlement municipal. Donc, dès qu'il y a un règlement municipal, il faut que le producteur respecte ce règlement-là. Et en l'absence de bande riveraine définie par un règlement, ben là, on ne peut pas épandre dans un cours d'eau, un lac ou un marécage une superficie minimale de 10 000 m² ou dans un étang, ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 3 mètres de ceux-ci. Et on ne peut pas aussi épandre dans un fossé agricole et à l'intérieur d'une bande de 1 mètre de ce fossé. C'est important de le savoir parce que c'est quelque chose, en tout cas de mon point de vue, qui est pas très, je veux pas dire respecté, mais qui est pas très regardé. Je peux comprendre que les producteurs vont très vite, mais en même temps, ça serait supposé être quelque chose de respecté. Mais bon, il y a encore du travail à faire, puis c'est ça aussi mon rôle d'aider les producteurs à atteindre cet objectif-là. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un règlement, il y a des sanctions possibles. Ça, j'ai eu de l'aide un peu d'un avocat que je connais, que je lui ai demandé de m'expliquer un peu c'était quoi le règlement puis les sanctions. Puis il m'a fait un bon petit résumé. Alors, il peut y avoir des sanctions administratives pécuniaires qu'on appelle. C'est des sanctions administratives en argent qui peuvent varier entre 250 et 10 000 $ selon l'infraction. Et ça, le ministère de l'Environnement a 5 ans pour entamer une poursuite. Et les sanctions administratives aussi peuvent se rendre en poursuite pénale, qui est un constat d'infraction qui peut aller jusqu'à 600 000 $. Mais il faut ajouter que chaque jour d'infraction constitue une nouvelle infraction. Donc, ça peut s'accumuler. Aussi, une sanction administrative pécuniaire, j'ai oublié tu es comme enregistré. Puis plus tu accumules des SAP, des sanctions administratives, plus tu te rapproches d'une poursuite pénale, d'un constat pénal. Puis quand il y a une infraction pénale, c'est qu'il y a nécessairement une déclaration de culpabilité au criminel qui fait que tu as un mauvais dossier vis-à-vis du gouvernement, ce qui peut être quand même assez grave. En tout cas, dans ma courte expérience d'agronome, j'ai pas encore entendu un cas de même. J'en ai pas entendu. Est-ce que est-ce que je vais en avoir un? Je ne sais pas. C'est sûr que c'est pas à l'agronome de faire l'imposition des sanctions, en tout cas pas à moi. Je veux pas trop me mouiller non plus. Mais bon, je veux juste qu'on retienne qu'il peut y avoir des sanctions si on ne respecte pas le règlement sur les exploitations agricoles. C'est possible. Ensuite, je vais vous présenter la politique de protection des rives et du littoral et des plaines inondables, parce qu'à l'intérieur aussi, il y a des aspects importants pour l'agriculture. Alors, l'objectif de la politique, c'est assurer la pérennité des plans d'eau, maintenir et améliorer leur qualité, prévenir la dégradation des eaux et l'érosion des rives, assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu. Dans la plaine inondable, assurer la sécurité des personnes et des biens, protéger la flore et la faune typique d'une plaine inondable et promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés. Ensuite, je vais vous présenter l'exemple qui est important un peu, qui touche le secteur, en tout cas,
un des exemples qui touche le plus le secteur agricole. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Alors ici, on a une brève image de ce que c'est que la ligne des hautes eaux. C'est vraiment la ligne où l'eau monte à son maximum. Elle peut redescendre au courant de l'année, mais surtout au Québec, avec toutes les crues au printemps, la fonte des neiges, on peut vraiment voir le maximum d'un cours d'eau. S'il y a un talus et que celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir d'une ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'1 mètre sur le haut du talus. Donc ici, j'ai un autre petit exemple à quoi ça pourrait ressembler. Donc ici, en tout, on a un 3 mètres, on a un talus d'1,6 mètre. Donc, mais tu sais, la bande végétale, eux, ils ont mis 1,4 mètre, mais ils auraient pu mettre 1 mètre. Là, eux autres, ils ont voulu le mettre à 3 mètres en tout. Donc, ça ressemble à la politique. Je voulais juste dire, j'ai oublié de le dire, la politique, la différence avec le règlement. La politique n'a aucun pouvoir vis-à-vis, par exemple, les producteurs pour faire respecter ça. La politique, c'est seulement des règlements ou des articles qui sont dans le but de conseiller les décideurs, par exemple une municipalité ou une MRC qui veut se doter de règlements sur le respect des bandes riveraines dans les cours d'eau qui passent sur leur territoire. Ils peuvent prendre la politique et l'appliquer sur leur territoire. Et c'est eux autres qui vont déterminer les sanctions ou ce qu'il faut faire pour faire respecter leurs règlements. Mais en tant que tel, la politique n'a aucun pouvoir comparativement au règlement ou à REA. Alors, on est rendu... Donc là, je vous ai juste présenté 2 règlements et politiques. Comme je vous ai dit, il y en a plein d'autres. Vous pouvez me communiquer pour que j'essaie de vous en trouver d'autres si vous avez besoin ou pour que je puisse vous aider à trouver les ressources pour qu'ils puissent vous dire s'il y en a d'autres, ça va me faire plaisir. Ensuite, on est rendu au soutien aux producteurs agricoles. Qu'est-ce qui est fait au Québec? Je vais vous parler principalement du programme Prime Vert, qui est un programme offert par le ministère de l'Agriculture du Québec, le MAPAC, qui existe depuis plusieurs années, qui est vraiment un programme qui a l'objectif d'accroître l'adoption des pratiques agro-environnementales par les entreprises agricoles et aussi dans le but d'améliorer l'environnement et la santé humaine, la qualité de l'environnement. Les axes d'intervention du Prime Vert qui est encouragé, c'est la préservation et l'amélioration de la qualité de l'eau, la santé et la conservation des sols, la réduction de l'utilisation des pesticides et le risque qu'ils comportent, la conservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. C'est un programme qui est séparé en 3 volets. Le premier volet, c'est vraiment l'intervention en agro-environnement par une entreprise agricole. Ce volet-là a vraiment un objectif d'accroître l'adoption de pratiques agro-environnementales par la réalisation d'actions individuelles en entreprise. Donc, c'est vraiment une action faite par l'entreprise agricole qui est financée. L'aide financière est de 70% d'aide admissible. Donc, tout le monde a le droit à 70%. On peut atteindre 90% pour certaines conditions. Donc, on parle de pré-certification ou certification biologique, production biologique, oui. Pour les entreprises de la relève, donc ça, il y a, pour rentrer dans la relève, je ne me souviens plus exactement c'est quoi les conditions, mais il y a des conditions très strictes à respecter pour être considéré comme une entreprise de la relève. Il y a les entreprises impliquées dans un projet d'approche de mobilisation collective. Donc ça, c'est un travail qui a été fait auparavant de mobiliser, par exemple, dans un petit bassin versant d'une rivière. Je vais vous présenter
un peu celui de la Rivière-Noire que je coordonne en ce moment. Et c'est des producteurs qui se mettent ensemble, qui disent oui, on accepte de faire une mobilisation pour arriver à l'objectif qui est à tous les objectifs, mais surtout l'amélioration de la qualité de l'eau de la rivière sur notre bassin versant. Ça leur permet d'aller chercher un 90%. Et ben, un autre point que je connais moins, là, mais c'est les producteurs en bovins de boucherie situés dans des territoires ciblés. Donc, je connais beaucoup moins celui-là. C'est pour ma spécialisation, le bovin de boucherie. Là, pour être admissible au programme, pour être capable d'aller au moins d'aller chercher le 70% d'aide admissible, ça prend un plan d'accompagnement agro-environnemental, un PAA. Ça, c'est demandé par le gouvernement, par le MAPAC. Ça, c'est souvent l'agronome qui accompagne l'entreprise agricole qui va le monter, qui va le faire. Le PA permet de planifier et de prioriser les interventions agro-environnementales à mettre en œuvre à la ferme. Il faut aussi que le projet soit réalisé évidemment sur le territoire québécois. Désolé, chers collègues belges, mais ce n'est pas pour vous. Oh, il y a eu des questions que j'ai pas vues. Okay. Bon, je vais répondre aux questions parce que à la fin, ça va me faire plaisir. Mais c'est ça, parce que là, je perds un peu le fil. Ensuite, le projet doit cibler une intervention admissible. Donc, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que peut être une intervention admissible. Je ne vais pas toutes les montrer, mais comme tout ce qui est aménagement agro-environnemental durable, intégrant des arbres et des arbustes, ou étant favorable à la biodiversité. On parle de haies brise-vent, de bandes riveraines, par exemple. Ensuite, des pratiques ou ouvrages de conservation du sol. On parle de culture intercalaire, on parle d'engrais verts aussi, et tout autre qui sont là-dedans. Des équipements et pratiques visant à réduire les risques liés aux pesticides. Ça, c'est très varié aussi. Il y a souvent de la recherche et des nouveaux équipements qui sortent pour les producteurs. Aussi, c'est ça, les noms, c'est 3 le dit. Et 4 et 5 aussi, c'en est. J'ai mis entre parenthèses les montants maximaux que les producteurs peuvent aller chercher via le programme. Dans le programme en ce moment, c'est par bloc de 4 ans aussi, j'ai oublié de vous le dire. Donc, pour un aménagement, par exemple, agro-environnemental, le producteur peut aller chercher jusqu'à 40 000 si c'est accepté, puis toutes les conditions sont rentrées. Ensuite, mais moi, en tout cas, je vais dire un peu mon opinion de ce que j'ai vu un peu sur le terrain. C'est très bien à la base, mais comme j'ai dit, les producteurs, il y a de moins en moins de producteurs, mais ceux qui sont encore en production, ils sont de plus en plus gros. Donc, le 40 000 des fois, il ne répond pas nécessairement à répondre à tous les besoins sur une terre agricole d'un producteur, tellement qu'il y a de grandes superficies à rencontrer. Puis j'en connais d'autres, c'est des petits producteurs bio, qu'eux autres, ben, c'est beaucoup, ça rentre. Donc eux autres sont très bien, mais je trouve qu'il manque un peu. Si on pouvait un peu modeler pour transformer puis dire, ben, pour ce producteur-là, on accepte de monter un peu le montant total, puisqu'il y a beaucoup plus grand à faire. Puis si le producteur a la volonté aussi, faut pas oublier que moi, mon travail aussi, c'est d'encourager les producteurs à appliquer ces travaux. Mais s'il n'y a pas de volonté, moi, je peux pas aller plus loin. C'est vraiment le producteur qui doit dire oui. Alors ça, c'est pour le volet 1. Je vais passer un peu plus vite le volet 2 et 3. Le volet 2, c'est vraiment des approches régionales ou interrégionales en agro-environnement. Donc, lui, son objectif, c'est vraiment d'accroître l'adoption de pratiques agro-environnementales, aussi par l'action de portée collective régionale ou interrégionale.
Donc, c'est vraiment, comme je disais, les actions collectives permettent d'aller chercher plus de subventions, un bonus en tout cas dans la subvention. Ben, c'est à partir du volet 2 qu'on peut le faire. Et le volet 3, lui, c'est vraiment au développement des connaissances et à la présentation au transfert des connaissances. Donc, c'est beaucoup axé dans la recherche et développement, dans la réalisation d'actions au développement et transfert des connaissances en agro-environnement. Donc, c'est beaucoup axé dans la recherche, qui est super important aussi. Mais moi, j'en fais pas vraiment. Alors, ensuite, alors d'autres sources de financement, parce que nécessairement, il n'y a pas juste le programme Fruits Vert. Le programme Fruits Vert, c'est vraiment lui qui est axé sur l'agro-environnement, qui est vraiment fait pour ça. Mais je vais vous en présenter un peu d'autres. Il y a la Fondation de la Faune du Québec, qui est un très bon partenaire aussi, que lui, son objectif, c'est vraiment l'amélioration de la biodiversité sur le territoire québécois. Et il met beaucoup d'accent sur les territoires agricoles parce que ils prennent ça à cœur, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi, puis c'est vraiment intéressant. Donc, nous, au Cobaric, on travaille beaucoup avec eux. C'est de très bons partenaires aussi pour l'agriculture, pour le secteur agricole avec qui on fait affaire. On est très heureux de les avoir, en tout cas. Le programme de financement aussi, Écoaction d'environnement et changement climatique Canada, qui permet aussi d'avoir des projets collectifs selon les priorités, qui est, qui est important aussi. Il y a le ministère des Transports du Québec aussi qui travaille beaucoup tout ce qui est brise-vent dans des secteurs ciblés en importance pour diminuer les vents forts et la poudrerie, surtout en hiver là, qu'on parle. Parce que en temps de tempête dans des champs agricoles, je peux vous dire que c'est pas facile les conditions routières. Et le ministère des Transports là, travaille beaucoup aussi, puis est vraiment un bon partenaire aussi pour accomplir certains travaux de hébrisement. Il y a aussi Agriculture et Agroalimentaire Canada qui est très présent dans le domaine. Euh, Lui aussi, il travaille beaucoup aussi en recherche. J'ai travaillé aussi un peu pour eux. Puis c'est beaucoup de recherche, puis faut pas négliger ce qu'ils font. Euh, c'est vraiment un gros partenaire aussi. Ensuite, je vais vous présenter tout ce qui est service agronomique pour les producteurs. Euh, tout ce qui est permis pour tout ce qui est à disponibilité des producteurs agricoles pour atteindre leur objectif aussi. Comme j'ai dit, il y a le gouvernement fédéral et provincial par les subventions qu'ils offrent, mais aussi par l'aide agronomique qu'ils peuvent offrir. Il y a les clubs agro-environnementaux. Ça, c'est des regroupements de producteurs qui montent des clubs et qui engagent des producteurs pour eux, des producteurs qui engagent des agronomes pour eux. Et les agronomes, eux autres, travaillent dans le but d'atteindre les objectifs agro-environnementaux pour, pour les producteurs du territoire. Il y a des agronomes qui peuvent être travailleurs autonomes, qu'eux autres, ils recherchent leurs clients, mais souvent, de ce que j'ai vu, c'est des histoires de longue date. Des agronomes qui sont avec des producteurs, puis le producteur est très satisfait du service qu'il reçoit. Donc, ils restent ensemble. Il y a les entreprises privées aussi qui engagent des agronomes qui peuvent offrir des services. Il y a évidemment les organismes de bassin versant, dont le Cobaric fait partie, qui peuvent en tout cas venir aider les producteurs à atteindre des objectifs. Il y a les universités qui peuvent aider, mais eux autres, eux autres sont beaucoup axés dans la recherche et le développement de nouvelles pratiques. Sont très importantes, les universités, pour vraiment faire avancer les choses. Et faut pas oublier de mentionner l'Ordre des agronomes du Québec, que lui, son objectif, c'est de protéger le citoyen québécois de, et de surveiller la bonne pratique des agronomes. Très, très important aussi, pour pas qu'il y ait d'abus. C'est ça.
Bref résumé de ce qu'on fait au Cobaric. Euh, Ici, il y a des images, là, des images de plantation de bandes riveraines sous paillis de plastique. Ça, c'est quand un projet est embarqué avec la subvention Prime Vert, c'est une demande aussi qui est faite au Prime Vert, paillis de plastique pour, pour le contrôle des mauvaises herbes. Euh, bon, je ne m'étalerai pas plus là-dessus, mais moi, pour moi, il y a un petit non-sens qu'on vise l'environnement puis qu'on met du plastique. Mais bon, il faut respecter les règles. Puis ça me fait plaisir de le faire. Je comprends très bien pourquoi il faut le faire. Donc, c'est cela. Ensuite, on peut voir aussi qu'au Cobaric, on fait des fois des stabilisations de berges. On peut travailler les cours d'eau. On a un technicien rivière qui vient qui est vraiment spécialisé là-dedans, qui est très compétent aussi. Puis là, il doit rougir parce que je le complimente beaucoup. Euh... Puis non, c'est ça. Puis quand on fait ces travaux-là, moi, je trouve que je suis très fier de ce qu'on fait. Puis c'est vraiment des travaux importants à faire pour vraiment arriver à des objectifs d'amélioration de la biodiversité et de l'amélioration de la qualité de l'eau. Et aussi, j'ai mis une petite photo d'un dortoir de chauve-souris parce que ça fait partie de tout ce qui rentre aussi dans le programme Prime Vert. C'est pas juste des bandes riveraines, mais tout ce qui est amélioration de la biodiversité. Donc, aussi, des fois, c'est juste mettre des dortoirs chauve-souris, des nichoirs pour les oiseaux, pour améliorer puis encourager leur présence, encourager la biodiversité. Et j'ai mis un peu le logo du projet collectif que je coordonne en ce moment, qui s'appelle les entreprises agricoles en action de la Rivière-Noire. Un bref résumé, bon, comme vous avez vu, c'est un projet collectif qui permet aux producteurs d'aller chercher des subventions jusqu'à 90%. Et moi, mon rôle, c'est de contacter les producteurs et faire des projets agro-environnementaux qui sont permis par le Prime Vert chez eux dans un objectif d'amélioration de la qualité de l'eau de la rivière Noire, qui est une petite rivière qui est dans le bassin de la rivière Chaudière au Cobaric, mais on a choisi la rivière Noire parce que c'est une des rivières qui a été considérée une des plus polluées du bassin euh, en termes de tout finalement, de fertilisants, de pesticides aussi. Puis que c'est un bassin versant qui a une forte concentration agricole. Donc, c'est pour ça que c'est cette rivière-là qui est visée. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment accomplir les travaux agroenvironnementaux dans le but d'améliorer la biodiversité et la qualité de l'eau de ce bassin versant. Alors, ma brève présentation sur ce sujet est complétée. Je vais aller lire les questions. Je vais essayer de pas. Je pense que ça va commencer ici. OK. OK, il y a Véronique qui a écrit. Est-ce qu'il y a une base scientifique sur la détermination des 3 mètres pour la bande de végétation? Bonne question. Je me suis déjà posé la question, puis j'ai pas réussi à trouver. C'est sûr que j'ai pas eu le temps de demander aux décideurs, ceux qui ont décidé pourquoi c'est le 3 mètres. Je peux pas répondre maintenant, mais je peux faire des recherches. Moi aussi, j'ai toujours eu ce questionnement. À voir. Qu'est-ce qu'une entreprise de la relève? Ah, Véronique a répondu. Ceux qui ont une nouvelle entreprise ou reprennent l'exploitation de leurs parents. Âge maximum de 35. Est-ce qu'il y a un contrôle sur la bonne mise en œuvre des PF et des PAA? Euh, ah, le contrôle est vraiment, comment je pourrais dire, vu que c'est un acte réservé à l'agronome, il y a déjà naturellement un contrôle.
Moi, j'ai jamais travaillé dans un club conseil qui fait beaucoup de PAF et de PA. En vrai, j'en ai jamais fait. Mais l'ordre des agronomes est là pour ça aussi. Il faut pas oublier. L'ordre des agronomes fait des contrôles, pas juste des PAF et des PA. C'est vraiment sur la bonne conduite de l'agronome. Et il pige au hasard comme moi, cet hiver, j'ai été pigé pour répondre à un questionnaire pour voir si je connais bien mon code de déontologie. Il y en a d'autres qui sont pigés au hasard par année pour avoir une visite d'un agronome de l'ordre pour voir s'il fait bien son travail, s'il respecte bien le code de déontologie. Moi, je pense que le contrôle se fait surtout par là. Euh, c'est vraiment l'ordre des agronomes qui, qui est là pour protéger aussi les producteurs et les citoyens du Québec. Euh, Est-ce que des clôtures sont mises en place pour empêcher l'accès au bétail au cours d'eau? Est-ce obligatoire? Euh, oui. Ben, ce qui est obligatoire, c'est que les animaux n'ont pas le droit, n'ont pas le droit à l'accès au cours d'eau. Ça, je pense, c'est rentré dans le règlement sur les exploitations agricoles. Euh, mais je suis certain qu'il y a une protection puis un empêchement au bétail de l'accès au cours d'eau. Donc, oui, c'est obligatoire de mettre des clôtures pour pas que le bétail s'y rende. Ça, c'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est vrai. Véronique, j'ai complètement oublié. Seules les traverses à gué sont autorisées pour les animaux, mais avant, c'était permis, là, mais maintenant, tu n'as plus le droit d'envoyer, faire boire tes animaux au cours d'eau directement. Ça prend des abreuvoirs maintenant, dans le champ au moins. Ben, merci beaucoup. Je pense pas qu'il y ait d'autres questions. Merci beaucoup de votre écoute. Euh, j'espère, euh, j'espère vous avoir bien présenté ce qui se fait un peu au Québec. C'est très résumé, là, en 1 heure, c'est très court. Si vous avez d'autres questions, je suis disponible. Euh, n'hésitez pas. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une très belle journée.